Le 23 mai 2025, nous avons eu l'honneur de recevoir Katie Stewart, autrice de science-fiction et fondatrice du réseau Université de la Pluralité, pour nous parler de science-fiction, d'attentes sociétales en matière de nouveaux récits et de futurs possibles. Nous vous proposons de réécouter son intervention passionnante. Donc, des futurs pluriels et situés, j'ai choisi soigneusement les termes pour cette présentation, mais je vais commencer donc, par me présenter. Effectivement, j'écris de la science-fiction. Pas tout à fait la science-fiction qui a été présentée dans les films, et je trouve ça intéressant parce qu'il y a des filtres qui font que dans la production de science-fiction, certains textes vont devenir des adaptations ciné, et ça va être les textes les plus spectaculaires, et ça va être aussi régulièrement des histoires dans lesquelles un homme blanc, américain, valide, va sauver le monde face à une menace terrible. Et donc on connaît l'histoire, et ce sentiment que la science-fiction se répète et manque un peu d'imagination m'a inspiré un livre dont je reparlerai un peu plus tard, qui est Le futur au pluriel, réparer la science-fiction, qui est donc un essai sur la science-fiction et qui rend compte d'une vingtaine d'années de fréquentation d'un milieu qui promet l'imagination et qui ne va pas toujours au bout de cette promesse. Donc moi, j'écris donc de la science-fiction. Là, vous avez quelques-uns de mes ouvrages personnels. Petit rappel peut-être de ce dont on parle quand on parle de science-fiction. Donc pour ma part, ça sera le côté littéraire. Donc c'est un genre littéraire qui s'inscrit dans ce qu'on appelle les littératures de l'imaginaire. Donc les littératures de l'imaginaire sont des littératures qui ne cherchent pas à imiter le présent et qui vont s'éloigner de différentes manières de ce qui serait totalement réaliste ou qui pourrait se passer sous nos yeux. Et dans cette partie des littératures de l'imaginaire, on a la science-fiction qui a été résumée par Versin comme étant la conjecture rationnelle. Je trouve ça intéressant comme terme. C'est l'idée de faire de l'imagination, mais avec un côté rattaché soit à la technologie, soit à la science, soit en tout cas à un raisonnement qui va être rationnel. Et quand je dis science, j'inclus aussi les sciences sociales, ce qui fait que ma production en science-fiction va moins ressembler à ce que vous avez vu dans les films, parce que je ne suis pas précisément fascinée par les robots, les vaisseaux spatiaux, même si j'en ai de temps en temps, mais plutôt par de la spéculation sur des modes d'organisation sociale un peu différents, de la spéculation sur notamment ce que deviennent les récits. Donc ça, c'est l'Évangile selon Myriam. Et Saleté d'hormones et autres complications, c'est un recueil de nouvelles de science-fiction qui reprend des thèmes très classiques de la science-fiction, mais avec des personnages féminins qui sont des vrais personnages avec une agentivité, et pas de la décoration comme souvent en science-fiction. Donc voilà, j'écris ce genre de choses. Et puis, je participe aussi beaucoup à des productions qui sont collectives, puisque mon format préféré, c'est la nouvelle. Donc, je me retrouve régulièrement avec des personnes impliquées dans des projets comme ceux-là. Donc, il y a plusieurs anthologies qui sont celles des éditions La Volte, Demain quelque chose. Donc, on a Demain la ville, Quartier libre Demain la ville, c'est le dernier, qui est sorti fin d'année dernière. On a eu aussi Demain la santé et Demain le travail. Et quelques titres comme ça qui donnent l'impression que les auteuristes de science-fiction savent quelque chose de l'avenir. Alors non, nous n'avons pas ce pouvoir. Et je le dis et je le redis, ça peut paraître ridicule de le dire comme ça, mais il arrive fréquemment que des gens demandent à des auteurs et des autrices de science-fiction « Dites-nous ce qui va se passer demain ». J'ai eu cette demande, dites-nous à quoi nous allons devoir nous adapter. Le problème étant que certains collègues se sentent autorisés à répondre à cette question très sérieusement et à se prendre pour des gourous. Donc, ce n'est pas mon truc. Ce qu'on sait faire et ce qu'on fait bien, c'est de l'imagination. Parfois, on y met une date. Voilà. Et donc, dans la science-fiction, il y a cette partie qu'on appelle l'anticipation, donc qui va correspondre à ça, ces exercices qu'on fait quand on participe à un recueil collectif pour imaginer ce que pourrait être le futur de quelque chose qu'on connaît déjà.
Donc, on va utiliser les méthodes de prospective. Donc, on a eu un aperçu ce matin de ce que c'est la prospective sérieuse et au sens large. Donc, la littérature est aussi une bonne heuristique pour imaginer des choses qui arriveront ou pas dans le futur. Personnellement, ce qui m'intéresse dans la science-fiction, c'est la possibilité justement de faire des hypothèses et d'aller voir, en les incarnant dans des personnages, ce que ça peut donner dans le quotidien des personnes, dans la manière de vivre concrètement, et s'amuser avec ça. Donc je le fais dans mes livres, et puis je le fais aussi à d'autres moments, notamment dans les ateliers d'écriture. Donc la question de savoir le futur, j'en parle dans cet essai dont je parlais tout à l'heure. Il y a une tendance qu'on va regrouper sous le terme du biais rétrospectif qui consiste à aller voir dans les textes de science-fiction ceux qui ont annoncé quelque chose. Vous vous souvenez, quand il y a eu le Covid, on cherchait tel livre avait annoncé la catastrophe telle qu'elle s'est produite. C'est quelque chose qui est très intéressant à observer pour une psychologue aussi. On a besoin d'avoir de la cohérence et d'avoir du contrôle sur les choses qui arrivent. Et donc ça nous fait du bien de nous dire que la vie ne nous échappe pas complètement, que quelqu'un avait vu. Sauf que cette démarche n'est pas très honnête, parce qu'on ne le fait que rétrospectivement. Si on regardait tout ce qu'il y a aujourd'hui dans les livres de science-fiction, et qu'on allait voir demain ce qui se réalise, on serait un petit peu déçu parce que ce n'est pas fait pour ça, en fait. Il va y avoir des coïncidences, on vit dans le même monde, on voit l'évolution. Qu'est-ce que peut devenir une chaise dans le futur? C'est peut-être quelque chose qui sera très stable, mais on ne sait pas. On peut imaginer. On peut aussi inspirer par sa création d'objets dans un monde de science-fiction des personnes qui vont réellement produire l'objet. Mais la science-fiction, en fait, la finalité, c'est raconter des histoires à la base. Que ce soit des histoires pour réfléchir, pour divertir, pour explorer des choses, pour se poser des questions. Donc, dans ce livre aussi, je reviens sur les questions de récit. Donc ici, je propose une définition très, très, très succincte qui me convient, parce que j'utilise les récits dans différentes composantes de ma vie, qui est un petit peu éclatée, quoique cohérente. Comme psychologue clinicienne et chercheuse en psychologie, je travaille sur le récit de soi. Donc, j'ai une thèse qui porte sur un dispositif d'accompagnement des patients âgés dépressifs. Donc, c'est de l'autobiographie collective. Ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, donc je ne vais pas développer, mais en tout cas, on travaille sur comment on se raconte et comment on peut se raconter autrement pour aller mieux. Donc la question du récit est très présente dans mon travail. En tant qu'écrivaine, évidemment, je produis des récits. Donc ça aussi, c'est clair. Et il y a aussi cette partie qui s'est développée ces dernières années qui consiste à animer des ateliers d'écriture. Donc proposer aux personnes de faire des récits. Et donc j'ai eu besoin de rassembler plusieurs définitions des récits et de voir quelle définition pourrait m'aider, moi, à avancer dans ma réflexion. Donc je propose celle-ci, un témoignage organisé et situé d'événements qui portent sur le monde. Donc ces événements peuvent être réels ou fictifs. La question de l'organisation est importante aussi. Quand on met les choses les unes après les autres, on crée des relations de causalité, donc ce ne sont pas les mêmes en fonction de l'ordre qu'on va choisir. Et le fait que ça soit situé, c'est la partie qui est régulièrement oubliée dans les définitions du récit. Un récit, il part bien de quelque part. Quelqu'un fait ce récit ou un groupe de personnes fait ce récit et ça change la manière dont ce récit va être fait, produit, les conditions de création de ces récits, les conditions de réception de ces récits. Donc, dans mon essai, je me suis beaucoup intéressée aux conditions de production des récits de science-fiction. Qui écrit de la science-fiction? Alors, vous avez devant vous une exception, parce que quand on dit un auteur de science-fiction, ce n'est pas tout à fait à moi qu'on pense. On va plutôt penser à un homme avec des lunettes, peut-être ingénieur en informatique.
et un peu plus âgé que moi. Enfin bon, voilà, c'est pas moi. Et donc, ça fait quelque chose. Qui écrit les récits de science-fiction ou autres, ça change aussi quelque chose sur à quoi vont ressembler ces récits, à quoi ils vont s'intéresser, et qu'est-ce qu'ils vont donner à voir du monde. Et donc, en gros, je considère le récit comme étant une interface entre le monde dans sa complexité et nous. Donc, il y a forcément de la simplification, mais la simplification va se faire d'une manière particulière en fonction des objectifs, en fonction de qui raconte et en fonction de dans quel but on raconte. Donc, dans l'essai, j'illustre ça avec cette fable. Qui la connaît? Eh bien, dans quelques minutes, ça sera tout le monde. Donc, la fable des aveugles et de l'éléphant, c'est une histoire donc, qui vient de la tradition jaïniste qui raconte comment 6 personnes aveugles sont mises en présence d'un éléphant, donc qu'elles n'ont jamais croisé, elles ne savent pas ce qu'est un éléphant, et elles attrapent ce qu'elles peuvent de cet éléphant pour essayer de comprendre avec leur connaissance du moment de quoi il s'agit. Donc la personne qui va attraper une patte de l'éléphant, le genou, j'aime bien l'appeler genou parce qu'après j'ai un petit peu continué à tirer le fil du genou en parlant des écrivains du genou, mais on va y revenir. Donc en tout cas, celui qui attrape le genou va se dire mais je reconnais, je sais ce que c'est un éléphant. Un éléphant, c'est exactement comme un arbre. C'est tout pareil, c'est un peu rugueux, c'est cylindrique, c'est comme un arbre, je comprends, je sais ce que c'est. Celui qui attrape la queue va se dire « mais c'est bon, je connais, c'est exactement comme un serpent ». Celui qui attrape la trompe va penser à une ficelle ou c'est l'inverse, bref. Celui qui attrape la défense va se dire « mais c'est comme une épée, c'est exactement comme une épée ». Celui qui attrape l'oreille va se dire « c'est comme un éventail immense, je connais ». Et en fait, ils ont tous raison, ils ont tous tort et ils ont tous accès à une partie de ce qu'est la réalité d'un éléphant. Et quand je dis la réalité d'un éléphant, je suis moi aussi aveugle parce que je ne sais pas de l'intérieur ce que c'est être un éléphant. C'est quoi la réalité d'un éléphant? C'est très compliqué. Donc on se retrouve avec des récits qui sont partiels et surtout des récits qui sont situés en fonction de ce qu'on a pu attraper de cette réalité, de ce qu'on va essayer de rendre à cette réalité. Donc c'est l'image que j'utilise au début de mon essai et sur laquelle je reviens régulièrement en disant que si les récits sont une interface entre un monde complexe et nous, il faudrait qu'on ait des gens situés un peu partout dans le monde. Et quand je dis dans le monde, c'est aussi dans la société, dans l'organisation sociale, pour rendre compte de quelque chose d'un peu plus juste de ce qu'est cette société. Un point de vue ne peut pas suffire. Et donc l'auteur de science-fiction prototypique que je décrivais tout à l'heure, je l'appelle l'écrivain du genou. C'est très intéressant de savoir à quoi ressemble le genou du monde, mais est-ce qu'on peut aller à un autre endroit pour voir à quoi ressemble le reste? Donc je plaide, seule et avec mon association, pour la pluralité des récits, la pluralité des points de vue depuis lesquels ces récits sont racontés. Les récits, c'est important. C'est pas si important, mais c'est quand même important. C'est vraiment quelque chose... il y a une discussion comme ça depuis 3-4 ans sur le besoin de nouveaux récits. Il nous faut des récits, on a besoin de récits, et puis quand on écrit de la science-fiction, on vient nous demander de produire des récits. Donc c'est important parce que effectivement les récits vont avoir une influence. Je donne quelques exemples ici, les questions... religieuse. Donc la religion est une manière de regarder l'organisation du monde et on connaît historiquement les conséquences que ce récit ont pu avoir en bien comme en mal. Les guerres de religion, s'il n'y avait pas ces récits différents, on n'aurait pas de guerre et c'est puissant au point d'antagoniser des personnes. Les questions d'exploitation, je vais prendre l'exemple de l'esclavage. On peut raconter qu'une certaine catégorie de l'humanité est inférieure, et à partir de ce récit, on construit un monde et on a des petits déjeuners européens avec des produits de l'exploitation d'autres personnes.
les questions de domination, sexiste, raciste, validiste, LGBT-phobe, tout ça, ça repose sur des récits qui vont placer les uns et les autres en infériorité ou en supériorité par rapport aux autres. Donc ça, il y a quand même cette puissance du récit qui est indéniable. Mais j'ai aussi envie de dire qu'il n'y a pas que ça. Je me suis souvent retrouvée dans des endroits où on me demandait d'aider à faire des récits ou de produire des récits. Et en fait, je vais le dire comme je dis d'habitude, tout le monde veut des récits, mais il n'y a personne en manif. On ne peut pas opposer la réflexion et le récit à l'action. Il y a aussi des choses à faire. Parfois, être dans la recherche du récit parfait, c'est une manière de procrastiner l'action. Non, mais il nous faut un récit pour nous porter, parce que sinon on n'y va pas. Si on y va, et après on fait le récit. Et dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe aussi. Pensez aux grandes décisions que vous avez prises dans votre vie. Ce n'est pas toujours rationnel sur le moment. Après coup, on va faire le récit pour se faire une cohérence et continuer. Mais sur le moment, très souvent, on sent, on a une nécessité, on ne sait pas pourquoi, et on fait, et ensuite, on va faire du récit. Donc, faire des récits, ça, je le fais toute seule, chez moi, avec mon chat. J'écris mes histoires. Et j'ai pris goût aussi à faire écrire. Faire écrire de la science-fiction, faire écrire des récits du futur à des gens. Donc ça, je le fais principalement avec mon association qui s'appelle donc le Réseau Université de la Pluralité. Mais je le fais aussi seule, ça dépend. Ça dépend des demandes, ça dépend des moments. Et donc, je me suis aperçue que la question de faire écrire, ce n'était pas si simple que ça. L'injonction à écrire produit des récits très attendus. Si je vous demande là tout de suite d'écrire une histoire, chacun va écrire quelque chose et il y a de fortes chances que ça soit influencé par ce que vous avez entendu ce matin, par exemple, que ça soit influencé par toutes les histoires que vous avez déjà entendues. Et finalement, on ne sait pas ce que vous pensez, ce que vous avez envie de raconter. Je me souviens d'une discussion au tout début donc, du réseau Université de la Pluralité, donc probablement en 2018 ou 2019, une de nos sympathisantes qui expliquait qu'elle avait essayé de faire écrire des jeunes de banlieue parisienne. Et elle expliquait que vraiment, ils n'ont pas d'imagination. Sortis de l'ascenseur et de leur tour, de leur immeuble, il n'y a vraiment pas d'imagination. En fait, ce propos m'avait fortement choquée parce que, outre les mots, il y avait une manière de dire, une manière de regrouper les personnes dans une catégorie et un mépris qui m'a fait imaginer quel pouvait être le point de vue de ces jeunes à qui on est venu dire « écrivez des histoires ». Si quelqu'un arrive du haut de son savoir et me dit « vas-y, écris un truc et je vais te juger », je ne donne pas accès à mon imagination. Je ne donne pas accès à mes peurs, je ne donne pas accès à mes envies à quelqu'un qui n'est pas prêt à me manifester du respect et à m'écouter. D'autres ateliers que j'ai pu observer, donc qui ne sont pas aussi caricaturaux, mais je pense par exemple aux ateliers, alors peut-être que vous connaissez ce principe, les ateliers de Blue Nov qui s'appellent Bright Mirror. Des gens qui connaissent ? Donc j'ai eu l'occasion d'être sollicitée par Blue Nov pour aider à animer ce type d'atelier. Donc j'ai observé de près quelle était la méthodologie proposée. Et donc l'idée, c'est de rassembler plein de gens, donc par exemple vous, de vous donner accès à des experts. Donc si on est sur la question du climat, donc j'ai aussi participé à des ateliers sur le climat, il y aura quelqu'un qui va venir vous expliquer comment c'est le climat, comment ça marche, où est-ce qu'on en est et ce qu'il faudrait faire. Ensuite, expert numéro 2, donc c'est là que j'interviens, quelqu'un qui donne des conseils d'écriture, comment on lutte contre la page blanche, comment on fait pour écrire, etc. Et ensuite, vous êtes mis par groupe ou seul et vous écrivez. Et en fait, ces conditions sont parfaites pour pouvoir faire de la mise en récit de ce que vous venez d'entendre. Vous avez une parole d'autorité qui vous explique voilà ce qu'il faut faire, et ensuite vous écrivez
c'est très difficile de sortir de ce que vous venez d'entendre. Ces ateliers sont très intéressants parce qu'ils permettent aux gens de faire des choses ensemble et de produire de manière assez rapide et simple des récits qui peuvent être très beaux, mais on ne sait pas ce que pensent les personnes qui sont là. C'est-à-dire que chaque participant est transformé en machine à mettre en récit des informations qui viennent d'être données. On a également en type d'atelier d'écriture les ateliers d'écrivains. J'appelle ça les ateliers d'écrivains parce qu'il me semble que c'est la forme la plus courante d'ateliers donnés par des écrivains, c'est venez écrire à la manière de. Donc vous venez, vous passez un peu de temps avec moi et à la fin vous savez écrire pareil que moi. Alors avec moi ça ne va pas marcher parce que je ne suis pas sûre de savoir comment je fais. Mais ça aussi c'est un type d'atelier d'écriture qui existe et qui a des avantages et qui a des intérêts. Mais à la fin, on ne sait pas qui écrit quand vous écrivez. Est-ce que c'est l'écrivain qui écrit à travers vous ou est-ce que c'est vous qui racontez les histoires que vous avez en vous et que vous avez envie de raconter? Ça, c'est aussi une expérience qu'on a eue avec le réseau Université de la Pluralité au début. On ne savait pas trop comment sélectionner les écrivains et écrivaines qui accompagnaient nos actions. Et on a eu ce critère qui est devenu très clair. Est-ce qu'à la fin, les textes ressemblent comme deux gouttes d'eau aux textes des auteurs ou est-ce qu'il y a autre chose? Et cette autre chose, il y a des chances que ça soit l'imagination des personnes qui participent. Donc nous avons dégagé quelques règles à partir de ça. Ah oui, je voudrais juste revenir sur la question des ateliers d'écrivains. Il repose aussi sur une conception selon laquelle l'écrivain, c'est un peu le héros américain. C'est un peu cette histoire-là du héros. L'écrivain est à part. L'écrivain est un être qui a reçu le don et qui a accès aux muses et qui sait des choses que les autres ne savent pas. Et donc, on peut vous donner quelques miettes de notre talent, mais ça n'ira pas plus loin. Ça aussi, ça me posait problème dans l'idée que effectivement, tout le monde n'a pas vocation à être publié, très bien, mais écrire, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est une autre activité. Qui a le droit d'écrire? Moi, je dis tout le monde. Voilà, tous ceux qui ont envie ont le droit d'écrire et ont des choses à dire. Et donc, pour moi, proposer des ateliers d'écriture, c'est proposer un espace dans lequel les personnes vont avoir accès à leur propre imagination. Il y a beaucoup d'adultes qui pensent ne plus avoir d'imagination. J'en avais quand j'étais enfant et j'en ai plus. Parce qu'on ne s'en sert pas beaucoup et que voilà. Et en fait, les ateliers d'écriture que nous faisons avec le réseau m'ont montré qu'à aucun moment on a eu des gens qui n'avaient pas accès à leur imagination. Mais il y a besoin d'être guidé. On a pas mal réfléchi sur cette idée aussi de contrainte. Est-ce que de dire d'écrire librement, c'est mettre les gens dans une liberté ou est-ce que c'est les laisser être en proie à tout ce qui contraint par ailleurs? Donc on a beaucoup travaillé aussi sur quelles contraintes, à quel moment. Et ça marche mieux en fait en contraignant d'une certaine manière qu'en laissant une liberté totale qui dit rien en fait. Donc donner le droit de s'exprimer, ça c'est dans tous mes ateliers d'écriture. C'est le préalable, savoir que les gens ont le droit de s'exprimer. J'anime depuis peu un atelier d'écriture à Nantes qui s'appelle le DED. C'est le dispositif d'écriture pour adultes qui doutent. Et on est vraiment dans cette idée du doute, comment on surmonte le doute pour aller, pour oser et pour s'amuser. Donc il y a un aspect très ludique aussi dans les ateliers que nous proposons. On fait comme si, et on se retrouve dans cette situation de l'enfance qui se remet à jouer, qui se remet à interroger les choses sérieuses et d'adultes auxquelles on pense qu'il n'y a pas d'alternative. Et donc cet espace, c'est du temps. Donc on fait des ateliers minimum 3 heures, souvent 2 fois 3 heures, souvent des séances 4 séances avec des choses différentes qui s'y passent. Donc se laisser aussi du temps et se laisser de l'espace pour pouvoir créer.
Donc, je vais vous donner maintenant quelques exemples d'actions que nous avons menées. Il va y avoir des QR codes que vous pouvez scanner, qui vont vous mener sur le site du réseau Université de la Pluralité, sur lequel toutes nos actions sont documentées. Il y a tout. Voilà, il y a tout le résultat de ce qu'on a fait. Donc là, ça va être juste un résumé, une mise en bouche de différents ateliers qui me semblent illustrer de manière très claire nos apprentissages de plusieurs années d'ateliers d'écriture, avec cette idée que nous avions envie de proposer aux personnes de raconter leurs histoires sur des thèmes que nous leur proposions. Donc, le projet L'entreprise qui vient, c'est un projet qui a été mené, alors si je ne me trompe pas, entre 2020 et 2023, partant d'un constat qui était que des projets prospectifs, on en trouvait sur tout un tas de thèmes, y compris le travail, qui a été un de nos thèmes dans notre projet Work Plus. Et l'entreprise en tant que telle n'était pas tellement questionnée. Et d'ailleurs, même en science-fiction. Alors, oui, il faut que je revienne un peu en arrière pour expliquer comment on travaille quand même au réseau Université de la Pluralité. L'idée, c'est de faire de la prospective créative et de se dire qu'avec des œuvres de science-fiction et avec de l'écriture qui utilise les manières de faire de la science-fiction, on pouvait accéder à des idées différentes de ce qu'on arrive à faire en prospective classique. Donc, dans notre équipe, il y a le fondateur Daniel Kaplan, qui est prospectiviste de base, et en fait, c'est son idée au départ. Il s'est rendu compte que une fois qu'on a fait les techniques existantes, on trouve des choses, mais quid des choses pas prévues, quid de ce que les écrivains de science-fiction sont capables d'imaginer et qui pourraient éclairer un peu, ajouter des choses en fait. Donc l'entreprise qui vient, c'est un projet pour lequel j'ai dû travailler un peu dur, parce que je faisais déjà beaucoup d'ateliers d'écriture, de manière un peu intuitive, en me disant ça marche, ça marche pas. On a essayé des choses. Il y avait aussi les discussions sur quel écrivain pour nous accompagner, comment on fait pour choisir, etc. Et donc j'ai dû formaliser ma méthodologie d'atelier d'écriture, en gros, donc poser des principes en disant, voilà, si on veut faire le même type d'atelier avec des groupes différents, voilà ce qui est important et voilà ce qui est absolument indispensable. Donc l'idée, c'était de proposer à des personnes en groupe, donc on a eu 40 organisations qui ont participé, plus de 140 participants et participantes qui ont écrit avec nous. Et l'idée, c'était d'inventer des entreprises du futur. Et donc, quand on dit futur, encore une fois, c'est de l'imagination, qui va prendre des éléments de prospective qu'on connaît, qui va prendre des choses qui sont des tendances en fait qui sont déjà présentes, mais aussi, et ça c'était notre particularité et je pense que ça le reste, autoriser en fait les personnes et même les encourager, les aider à mettre de soi dans ce récit. Qu'est-ce qu'on va chercher à l'intérieur de nous, que ce soit nos envies, que ce soit nos peurs, que ce soit nos représentations, qu'est-ce qu'on met de soi dans ce récit et comment on rassemble ça collectivement pour raconter des histoires. Donc on a inventé 12 entreprises fictives en s'autorisant à décoller de la réalité, en s'autorisant à faire des choses qui ne soient ni du futur positif, désirable, souhaitable, tout ce qu'on veut, je reviendrai sur ces adjectifs dans un petit moment, mais c'était on s'amuse, on y va. Ce qui était contraignant, c'était ce que nous on fait en science-fiction, on cherche la cohérence, on se demande combien ça coûte, on se demande quel effet ça a sur la planète si on fait comme ci ou comme ça, on se demande si tout le monde peut participer, on se demande comment ça se passe chez le voisin, etc. Donc il y a tout un travail de négociation dans le groupe qui écrit
pour essayer de faire quelque chose qui soit intéressant et dans lequel il va pouvoir se passer des histoires. Et le pari, qui est à la fois un pari et un constat, c'est que les gens ont de l'imagination. Si on ne part pas du principe que les gens ont de l'imagination, eh ben on ne va pas accéder à cette imagination. Voilà. Je repense à mes premiers ateliers d'écriture, mes tout premiers, où j'avais tellement peur qu'il ne se passe rien et que les gens n'aient pas d'idées, qu'en fait, je remplissais de moi un espace qui n'était pas mon espace à moi. Et donc, d'année en année, j'ai appris à être en retrait et à tenir le cadre. Alors, le fait de me reconvertir en psychologie a donné des outils aussi pour la question du cadre. Quel est le cadre que je vais tenir et qui va faire qu'il va se passer des choses et que ce que je vais entendre, ce n'est pas ma voix amplifiée, mais la voix des personnes et leurs idées et leur manière de voir et leur manière de faire. Autre projet, donc, qui est notre dernier projet que nous avons bouclé, qui s'appelle Citadins, Citadines 2050. On en est très 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 content et on espère que c'est pas fini, que c'est que le début. Donc l'idée c'était de travailler sur des questions de climat. Ah oui, alors sur l'entreprise qui vient, j'ai oublié de dire, on a beaucoup travaillé avec des facteurs de changement donc, qui concernent la technologie, qui concernent l'organisation des entreprises, qui concernent les inégalités, enfin, voilà, des facteurs qu'on avait un peu identifiés en s'appuyant sur la littérature existante. Là, pour Citadins, Citadines, on était vraiment sur les questions de climat et c'est un projet qui a été soutenu par l'ADEME d'ailleurs. Donc les scénarios, on connaît. C'était une des bases de notre travail. Et l'idée, c'était d'aller dans des territoires et de proposer à des personnes de raconter ensemble des histoires qui se passeraient en 2050 dans leur territoire, avec une très forte prise en compte des questions de changement climatique. Donc les territoires en question, c'était Paris, le 93, avec plus précisément un groupe de personnes à Noisy-le-Sec, et Marseille. Donc sur ces trois territoires, on a mené différentes actions, et le point commun, c'était les ateliers d'écriture. Donc à Noisy-le-Sec, on a travaillé avec un groupe de personnes qui fréquentaient un lieu de réinsertion. Donc des personnes à qui on ne demande jamais leur avis sur le futur, parce qu'on les suppose incompétentes et puis trop occupées à gérer leurs problèmes, et puis enfin, voilà, des tas de choses comme ça. Et le gros pari là-dessus, c'était les gens ont des connaissances. La dame migrante qui est en train de s'alphabétiser et qui habite à Noisy-le-Sec a des choses à dire sur les questions climatiques, à sa manière, mais on vit déjà les changements climatiques et encore plus dans un département comme le 93 où les moyens sont insuffisants, des questions de logement, en fait, la canicule, les gens savent très bien ce que ça fait. Dans le mal logement, c'est quelque chose qui est vécu directement dans sa chair. Donc on est vraiment parti de l'expérience des gens avec des ateliers d'écriture qui partaient de leur expertise. Les gens sont experts de leur vivant, de leur expérience, de leur vie de tous les jours. Ça, c'est aussi un apprentissage qui me vient de la psychologie. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un en pensant savoir à la place de cette personne ce qui est bien pour elle. Donc le 93, on avait ce groupe-là, puis on a aussi travaillé avec des agents du département, mais on n'a pas voulu travailler avec les agents qui sont dans la démocratie directe, dans la prospective. On a travaillé avec des agents de terrain, donc on avait des cantonniers, on avait des bibliothécaires, voilà, des gens qui sont dans ce qu'on va appeler la vraie vie, même si c'est aussi une vie de faire ces autres métiers. Mais des personnes à qui non plus on ne demande pas ce qui se passe et qui voient dans leur métier, dans leur quotidien, les effets du changement climatique. À Paris, on a fait un atelier d'écriture avec les agents de terrain également et on n'a pas d'atelier d'écriture avec des personnes concernées, on a plutôt travaillé avec une troupe, enfin une association qui s'appelle le LABEC,
qui fait du théâtre avec des jeunes du 20e arrondissement dans le but de déjà leur donner une activité et ensuite éventuellement les professionnaliser. Donc le LABEC a fait de très belles pièces sur un Paris 2050 qui serait imprégné en fait de ce qu'on a fait en atelier d'écriture. Sur le site, vous verrez, il y a une vidéo très chouette puisque toute cette action a été filmée. Donc on voit les participants écrire, on les voit s'exprimer sur ce qu'ils ont fait et on voit aussi les pièces de théâtre qui ont été produites dans ce cadre-là. Et donc Marseille, c'était une régie de quartier où ils ont plutôt travaillé sur les questions d'alimentation. Donc tout ça est sur le site internet, je vous invite à regarder. L'idée en vous les présentant, c'est vraiment de vous montrer cet apprentissage qui a été majeur dans notre manière de travailler. Les gens ont des connaissances. On a juste aidé à les organiser, à faire des liens avec les facteurs de changement sur lesquels nous, on a l'habitude de travailler. Et la confiance qu'on leur a accordée nous a été rendue au centuple et les histoires sont vraiment très chouettes. Donc tout est sur le site, on a aussi fait un rapport d'activité et donc s'il y a des élus ici qui ont envie de faire citadins, citadines, la suite avec nous, on est vraiment partant parce que c'est très, très éclairant. Donc sur cette question-là du futur désirable, futur positif, futur souhaitable, là aussi on a acquis de l'expérience sur cette question-là. Quand on dit futur désirable, on oublie souvent de dire désirable pour qui. Donc il y avait la question de tout à l'heure. Très souvent je demande, donc je discute avec des gens qui font d'autres types d'ateliers d'écriture et je demande si mon amie Aline, qui est en fauteuil roulant électrique, est-ce qu'elle peut faire partie de votre futur désirable ou pas? Parce que généralement, c'est non. C'est non, déjà, son fauteuil il est électrique, donc voilà. Et puis, on n'a pas prévu, on ne pense pas. Il y a toujours des angles morts, et ce sont les interrogations que je pose aussi à la science-fiction et aux utopies habituellement. Qui paye pour votre utopie? Qui n'est pas dedans, qui on a oublié. Les angles morts sont extrêmement importants. Et donc le positif et le désirable, il y a plusieurs effets. Donc quand on dit on va écrire des futurs positifs, l'imagination part en courant parce que c'est chargé. On sait déjà ce qu'il faut mettre dedans. On sait déjà à quoi ça doit ressembler. Et on va avoir quelques déclinaisons de cette histoire de base qui est on va dans la nature, on prend des décisions collectivement, on fait pousser nos aromates, on élève des vaches ou des chèvres, ça dépend. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est déjà écrit juste dans ce programme-là qui fait que l'imagination n'est plus là. Et puis les histoires ont ça de particulier qu'elles arrivent à faire de l'ambiguïté. Une fois qu'on a dit positif, l'ambiguïté aussi est partie. Enfin, il y a beaucoup de monde qui part, en fait. Le désirable, c'est le désirable pour qui et jusqu'où on va interroger le désir. Si mon désir est façonné par la société capitaliste et de consommation, le désirable, c'est quoi? Donc, ce n'est pas ça qu'on dit quand on dit désirable. On dit scénario 1. Et on le dit sans donner la possibilité aux personnes d'imaginer concrètement ce que ça ferait. Est-ce qu'il y a des trucs chouettes? Est-ce qu'on s'amuse? Est-ce qu'on fait la fête? Est-ce que les gens font l'amour? Est-ce que les gens mangent? Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'on s'en sort? Et en fait, ce qu'on a remarqué dans les ateliers où on a complètement arrêté de dire positif, désirable, etc., en fait, les gens vont mettre en avant leur expérience, alors encore plus avec les personnes dites défavorisées. Survivre, c'est ce qu'ils savent faire. Et c'est ça qu'on va devoir faire, clairement. Et donc la question, à quel moment on trouve du bonheur, à quel moment on trouve du repos, à quel moment on trouve de la joie dans une situation où tout ne va pas être donné. Et là, ça fait des histoires. Là, ça fait des histoires qui vont être incarnées, ça fait des histoires qui vont être inspirantes, qui vont être intéressantes, qui vont être nuancées et qui vont être crédibles.
La question des nouveaux récits aussi nous a pas mal interrogés. Donc on a un projet qui s'appelait Narratopia. On s'est dit, bon alors, il y a une injonction à un nouveau récit. Mais ça se trouve, il y en a déjà des nouveaux récits. Donc on a lancé une collecte de nouveaux récits. Ça aussi, c'est sur le site, vous pouvez aller voir. Il y a plein de récits qui sont considérés comme des récits transformateurs. Alors le transformateur pour l'un n'est pas forcément transformateur pour l'autre, mais on a la bibliothèque. Une fois qu'on a la bibliothèque des nouveaux récits, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'avoir les récits, c'est suffisant? Et notre expérience nous a montré que ce qui était le plus transformateur, là je prends de l'avance sur ma présentation, mais ce n'est pas grave, ce qui était le plus transformateur, c'était de participer à écrire des récits. Être dans l'action, être dans l'immersion de quelque chose et toucher la matière du récit. Qu'est-ce que c'est un récit? Et ça, là, on retrouve moi, ce qui est mon moteur dans tout ce que je fais par ailleurs sur le récit. Savoir faire des récits, c'est savoir défaire des récits, c'est savoir reconnaître un récit qui fait semblant d'être la réalité. Quand on vient vous parler de société de marché, oui, le marché financier, etc., c'est un récit qui a gagné, mais c'est un récit. Est-ce qu'on peut imaginer les choses différemment? Est-ce qu'on peut reconnaître que ceci est un récit? Une manière de simplifier la complexité du monde dans un objectif particulier. Et qu'est-ce que moi je peux proposer comme autre récit pour comprendre aussi la complexité du monde et pouvoir agir sur ce monde? Et donc le dialogue est extrêmement important dans notre proposition d'atelier d'écriture, parce qu'il ne s'agit pas de faire écrire un récit par une écrivaine, mais plutôt de se concerter avec des personnes pour faire émerger, à un moment, dans un groupe donné, une forme de récit qui va être intéressante. Et donc les récits sont pluriels, ça fait partie des choses qu'on a apprises aussi. On n'est pas dans la recherche d'un récit englobant qui va emmener tout le monde, ça n'existe pas, mais l'idée d'avoir des récits qui puissent s'articuler les uns aux autres et qu'on puisse avancer vers quelque chose de différent. Donc je vous remets ici nos apprentissages. Donc nous ne connaissons pas l'avenir, ça c'est sûr. Dire aux gens de raconter ne suffit pas, ça s'accompagne. Et donc la confiance qu'on va accorder aux personnes va se manifester donc, dans la confiance en leur imagination, en leur connaissance, et ça va produire un certain nombre de récits qui ont le droit d'exister les uns comme les autres. Et donc les questions que nous nous posons à chaque fois que nous commençons un nouveau travail sur les récits, donc ceux qui transforment, donc on sait que c'est plutôt le collaboratif, le fait d'avoir fait ce récit. Donc ça nous a un petit peu détourné du résultat. On a des récits, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe pendant qu'on les fait ensemble. Et donc la question de ce qu'on cherche à faire. Est-ce que je cherche à faire de la mise en récit de données existantes? C'est un objectif valable, mais ce n'est pas exactement la même chose que d'essayer de savoir ce que veulent les gens. Et ce n'est pas non plus la même chose que de leur dire d'imaginer absolument ce qu'ils veulent. Donc il y a quelque chose, un endroit où est-ce qu'on se situe? Si on est là pour pouvoir informer les gens d'un certain nombre de choses, on ne va pas faire le même type d'atelier d'écriture que si on veut savoir ce qu'eux, ils pensent. Et donc, le qui raconte, évidemment, donc l'éléphant. Est-ce que c'est le genou? Est-ce que c'est la trompe? Est-ce qu'on peut discuter tous ensemble pour essayer de reconstituer à quoi ressemble un éléphant? Je pense que ça peut être une bonne idée. Je vous remercie.